Salut tout le monde. Avant toute chose, je tiens à vous remercier car vous venez de cliquer sur la vidéo avec le titre le moins accrocheur de toute l'histoire de YouTube. Les maths et les transports en commun sont sûrement dans le top 5 des choses que tout le monde déteste le plus, mais vous êtes quand même là et pour ça, je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous êtes génial, je vous adore, je vous aime. Bon, les remerciements c'est fait, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ces images vous rappellent forcément quelque chose. En France, la simple évocation des sigles SNCF ou RATP suffit à déclencher des flots incessants de blagues sur la ponctualité. Dans cette vidéo, on va donc essayer de répondre à la question qui fâche: pourquoi les transports en commun sont si souvent en retard? C'est parti! Comme d'habitude, on va commencer par définir le cadre et les différents concepts qu'on va être amené à utiliser. Dans cette vidéo, on ne parlera que de train, car c'est l'exemple le plus simple de transport en commun, mais on pourrait évidemment transposer une grande partie du propos de la vidéo au bus, métro, tram, navette, téléphérique, funiculaire, bref. Tout ce qui se déplace d'arrêt en arrêt en transportant des gens et qui a des horaires. En parlant des horaires justement, on va utiliser un modèle mathématique simple. Si une ligne directe de train relie les gares A et B, on va simplement partir du principe que le temps de trajet entre A et B suit une loi normale. Si vous avez fait une terminale dans un lycée général, ce mot devrait vous rappeler quelques souvenirs, mais je sais que les souvenirs de maths à l'école ont tendance à disparaître facilement, donc je vais réexpliquer rapidement. On dit que x suit une loi normale si, en traçant la répartition des valeurs de x sur un graphe, on obtient un truc qui ressemble en gros à ça. Globalement, on s'en fiche de la position et de la largeur de la bosse. Ce qui compte, c'est qu'on ait un seul pic et que celui-ci soit au centre de la répartition. Pour illustrer tout ça avec un exemple, on peut regarder la répartition des tailles chez l'être humain. Si on trace un graphe pour les femmes et un graphe pour les hommes, on obtient ça. On voit que les deux graphes ont bien la forme caractéristique de bosse, qu'on a vu tout à l'heure, mais ils ne sont pas identiques. C'est pour ça qu'on a besoin de paramètres pour définir clairement ce qu'est une loi normale. Il y en a deux, et on les appelle généralement l'espérance et la variance, et on les note respectivement mu et sigma carré. L'espérance, qu'on peut aussi appeler moyenne, correspond à la position du pic. Il est plus à droite chez les hommes, car ils sont en moyenne plus grands que les femmes. La variance correspond quant à elle à l'étalement de la bosse, ce qui traduit une plus grande variabilité des données. On peut voir ici que la bosse est un peu plus étalée chez les hommes, c'est-à-dire que la gamme des tailles possibles pour un homme est plus grande. Dans la suite de cette vidéo, on va plutôt s'intéresser au terme sigma, qui correspond à la racine carrée de la variance et qu'on appelle l'écart-type, car ça évite de traîner un terme au carré partout. Maintenant qu'on a introduit ce concept important, on peut retourner à nos histoires de train. On va considérer un train qui relie trois villes, qu'on peut noter A, B et C, et qui part toujours de A à exactement midi. On va supposer que les temps de trajet entre A et B et entre B et C suivent des lois normales ayant les mêmes paramètres. Prenons par exemple une espérance mu égale à 60 minutes et un écart-type sigma égal à 2. La distribution des temps de trajet ressemble donc à ça. On voit donc que le temps de trajet du train entre deux arrêts consécutifs est quasi toujours compris entre 55 et 65 minutes. Maintenant, on va améliorer notre modèle en ajoutant quelques petits détails. D'abord, on va supposer qu'après son arrivée en gare B, le train s'arrête 5 minutes pour laisser les passagers entrer et sortir. Ensuite, on va définir les horaires annoncés par notre compagnie de train fictive. On a dit plutôt que le train quittait la gare A à midi, que chaque trajet prenait en moyenne 60 minutes et que le train s'arrêtait 5 minutes en gare B. Donc en prenant tout ça en compte, on va annoncer les horaires suivants. Départ de A à midi, puis départ de B à 13h05 et arrivée à C à 14h05. Pour mieux coller à la réalité, on va aussi définir le principe suivant. Un train ne doit jamais quitter la gare avant l'heure annoncée. C'est-à-dire que si le train arrive en avance en gare B, disons à midi 58, il va quand même attendre 13h05 pour repartir. Maintenant qu'on a bien défini les règles de notre simulation, on va pouvoir sortir l'arsenal mathématique et on va s'intéresser principalement à deux métriques pour évaluer notre modèle.
le retard moyen au départ de la gare B et la durée moyenne du trajet complet entre A et C. On commence par le retard moyen au départ de la gare B. On peut calculer ce retard simplement en comparant l'heure réelle de départ en gare B et l'heure de départ annoncée par les horaires de notre compagnie de train. Le retard est donc égal à l'heure réelle moins l'heure annoncée. L'heure réelle de départ en B est égale à midi, départ de A, plus TAB, qui est la durée réelle du trajet entre A et B, plus 5 minutes, qui est le temps d'attente obligatoire pour laisser les passagers entrer et sortir. L'heure annoncée, quant à elle, est égale à 13h05, comme on l'a dit plus tôt. En notant R, ce retard exprimé en minutes, on a donc R égale TAB moins 60. En notant X, notre variable aléatoire, suivant la loi normale n62 au carré, qui modélise le temps de trajet entre A et B, alors TAB est égal à 60 si X est inférieur à 60 et X sinon. Ces deux cas de figure permettent d'assurer notre principe de ne jamais partir avant l'heure annoncée. Si le train est en avance, c'est-à-dire si son temps de trajet est inférieur à 60, alors TAB vaut 60 car le train va attendre l'heure annoncée. En revanche, si le train est en retard, alors TAB est simplement égal à notre variable aléatoire X. On peut résumer ces deux cas de figure en une seule expression. TAB est égal au max de X et de 60. Finalement, on obtient donc R est égal au max de X et de 60 moins 60. Maintenant, si on veut connaître le retard moyen, il nous suffit de calculer la moyenne de R, qu'on appelle plus souvent l'espérance. La présence du max rend le calcul assez désagréable, mais on obtient sans trop de difficulté l'expression suivante. Les détails du calcul sont dans la description, comme d'habitude. En prenant en compte les valeurs choisies pour notre modèle, mu égale 60 et sigma égale 2, on obtient donc la valeur suivante. Ainsi, dans ce modèle simple, le train sera en moyenne en retard de 48 secondes au départ de la gare B. Avant de passer à la suite de la vidéo, je veux vous faire remarquer quelque chose. Dans cette simulation, notre train met en moyenne 60 minutes à faire le trajet entre A et B. Et nos horaires prennent en compte ce temps moyen de 60 minutes. On devrait donc avoir un retard moyen égal à 0. Mais ce principe de ne jamais partir en avance change tout. Pour le voir d'une manière intuitive, il faut comprendre que notre train peut soit partir en retard, soit partir à l'heure, mais il ne peut jamais partir en avance. On a donc un train qui, en moyenne, accusera un léger retard. Maintenant qu'on a calculé le retard moyen au départ de la gare B, on peut s'intéresser à notre deuxième métrique, la durée moyenne du trajet complet entre A et C. En découpant le trajet, on obtient ça. Espérance de TAC est égale à espérance de TAB plus 5 minutes, la pause obligatoire, plus espérance de TBC. On peut d'abord remplacer espérance de TAB par la valeur qu'on vient de calculer. Le temps de trajet moyen entre B et C, quant à lui, vaut tout simplement mu, la moyenne de notre variable aléatoire. Car pour cette étape finale de notre trajet, le train n'a pas à attendre s'il est en avance, car la gare C est le terminus de notre ligne. On peut maintenant remplacer mu et sigma par les valeurs choisies pour notre modèle. On obtient ainsi un temps de trajet moyen entre A et C environ égal à 2 heures, 5 minutes et 48 secondes. Avant de passer à la suite, on va faire un petit résumé de ce premier modèle. En prenant une loi normale de moyenne mu égale 60 et d'écart type sigma égale 2, et en prévoyant un temps de trajet égal à mu dans les horaires, on a obtenu un retard moyen au départ de B de 48 secondes et une durée moyenne du trajet complet égale à 2 heures, 5 minutes et 48 secondes. On va maintenant voir ce qui se passe si on modifie nos horaires pour essayer d'anticiper ce retard moyen. Notre second modèle va suivre les mêmes règles que le premier. On va se contenter de changer les horaires annoncés. Dans le modèle 1, on prévoyait des temps de trajet de 60 minutes, ce qui donnait ça. Mais on a vu qu'en annonçant ces horaires, nos trains avaient du retard. On peut donc essayer de prévoir une petite marge dans les horaires de ce deuxième modèle. On peut par exemple prévoir un temps de trajet égal à 60 plus delta au lieu de 60.
Dans un premier temps, on va s'intéresser au cas particulier delta égale à 5 minutes, puis on passera au cas général. En posant delta égale 5, on obtient donc un temps de trajet prévu égal à 65 minutes. Les horaires de notre modèle 2 ressemblent donc à ça. Départ de A à midi, puis départ de B à 13h10 et arrivée à C à 14h15. Comme dans le premier modèle, on va maintenant calculer nos deux métriques. On commence par le temps de retard moyen au départ de B. L'heure annoncée est cette fois-ci égale à 13h10. En notant R, ce retard exprimé en minutes, on a donc R égale TAB moins 65. En suivant le même raisonnement que tout à l'heure, on peut remplacer TAB par max de x 65 avec x qui suit toujours la même loi normale, n 60 2 carré. On a donc R égale max de x 65 moins 65. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'espérance pour avoir le retard moyen. Le calcul est plus technique que pour notre premier modèle, mais à la fin, on obtient ça. La formule est un peu compliquée, mais pas de panique, tout est sous contrôle. En remplaçant mu et sigma par les valeurs choisies, on obtient finalement un retard moyen égal à 0,24 secondes. La vidéo commence à être un peu longue, donc je vous passe les calculs, mais en utilisant la même technique que pour notre premier modèle, on obtient une durée moyenne du trajet complet entre A et C égale à ça. Maintenant, si on reprend notre résumé du premier modèle, on peut y ajouter nos nouveaux résultats. En prenant toujours la même loi normale de moyenne mu égale 60 et d'écart type sigma égale 2, et en prévoyant un temps de trajet égal à mu plus 5, soit 65 minutes dans les horaires, on a obtenu un retard moyen au départ de B de 0,24 secondes et une durée moyenne du trajet complet égale à 2 heures, 10 minutes et 0,24 secondes. Comme vous pouvez le voir, en prévoyant une marge de 5 minutes dans nos horaires, on a maintenant un retard moyen quasi nul, mais en contrepartie, le temps moyen de notre trajet total a augmenté de près de 5 minutes. En utilisant Python, on peut calculer ces deux métriques avec des marges delta différentes et les tracer sur un graphe pour apercevoir la tendance générale. À gauche, on peut voir le retard moyen au départ de B en fonction de la marge prévue dans nos horaires, et à droite, on a la durée moyenne du trajet entre A et C en fonction de cette même marge. On constate donc qu'en augmentant la marge dans nos horaires, on réduit le retard moyen, mais on allonge le temps total de trajet. On est donc face à une situation où il va falloir faire un compromis entre ces deux métriques qu'on veut optimiser. Pour ça, on peut tracer une métrique en fonction de l'autre et voir dans quelle zone on peut trouver un compromis intéressant. On voit que dans cette zone, on se trouve dans une situation intermédiaire où le train arrive en moyenne avec quelques secondes de retard et où le temps de trajet n'est pas trop long. On peut ensuite trouver à quelle marge dans nos horaires cette zone correspond pour établir la politique de notre compagnie de train imaginaire. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de comment déterminer exactement la marge delta optimale pour au moins deux raisons. La première, c'est que le modèle qu'on vient d'étudier est assez grossier et donc je ne pense pas qu'on puisse attendre de lui autre chose que la mise en évidence d'une tendance générale. La deuxième raison, c'est que cette marge optimale, si tant est qu'elle existe, va dépendre d'un trop grand nombre de facteurs et qu'on va notamment devoir utiliser un concept des sciences économiques qui s'appelle l'utilité, que je compte présenter dans une prochaine vidéo. Cette vidéo commence à être longue, je pense qu'il est temps de conclure. Avant de se quitter, on va rapidement résumer ce qu'on a vu tout au long de la vidéo et ce qu'on doit en retenir. On a vu qu'en adoptant un modèle simple mais, je pense, assez raisonnable du fonctionnement d'une ligne de transport en commun, on pouvait rapidement mettre en évidence l'existence d'un compromis entre deux performances importantes d'un réseau de mobilité, la durée moyenne du temps de trajet et le retard moyen. Ce compromis nous montre que la politique zéro retard n'est pas forcément une stratégie optimale en termes d'efficacité, ce qui est, je le sais, très contre-intuitif. J'espère que vous garderez tout ça en tête et que cette vidéo vous permettra de relativiser lors du prochain retard de votre train. Si vous avez des questions ou des suggestions, écrivez un commentaire. Les références utilisées sont dans la description. Et
Si vous vous demandez si vous pouvez utiliser cette vidéo pour justifier votre retard permanent auprès de vos amis, votre famille ou même vos collègues, la réponse est bien évidemment oui. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Allez, à la prochaine.